Alors bonjour, monsieur docteur Raoult. Mon nom est Jean Dury, je suis avocat de pratique privée et œuvre dans le domaine des droits de l'homme depuis plus de 40 ans et c'est moi qui va vous questionner aujourd'hui. En commençant, je tiens à vous remercier au nom de la Commission de votre présence aujourd'hui et surtout de vous remercier pour tout le travail que vous avez fait, qui au Québec a été suivi, je peux vous le dire, amplement. Alors sans plus tarder, je vais aborder certains sujets, donc vous connaissez bien. Et comme préambule, j'ai remarqué que vous avez dit à certaines occasions que votre travail était de trouver des solutions thérapeutiques à des nouvelles maladies. Et j'ai trouvé ça important de le souligner en préambule, en commençant aujourd'hui, parce que ça va être un chemin sur lequel on va parcourir aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous étions en présence d'une nouvelle maladie. Maintenant, vous devez comprendre que je suis néophyte, alors je ne suis pas scientifique du tout. Et si je fais des erreurs ou si je commets des erreurs, vous pourrez me reprendre. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors, reportons-nous en mars 2020, quand on a eu l'information comme quoi il y avait ce qu'on a appelé une pandémie. J'aimerais savoir de votre part si vous êtes en mesure d'expliquer à la Commission votre pensée sur cette notion de pandémie qu'on venait de déterminer en mars 2020. Est-ce que vous pouvez répondre à ça, à savoir, est-ce que nous étions en présence d'une pandémie? Alors, je me permets d'abord, vous me pardonnerez, et vous me pardonnerez si ceci apparaît prétentieux ou arrogant pour vous dire quelques mots de ce que j'ai fait avant de ma vie. Moi, je ne suis pas du tout, c'est pour ça que j'en parle parce qu'on parle de consensus scientifique, moi je ne suis pas du tout un marginal de la pensée. Je suis l'homme en microbiologie, vous avez sûrement des gens qui savent ici, qui suis le plus cité au monde depuis 20 ans. J'ai été chargé il y a 20 ans d'un rapport par mon ministère pour gérer à l'époque euh, la question du bioterrorisme dont je pensais déjà qu'elle n'était pas très sérieuse, je n'ai pas été déçu, mais du coup j'en ai profité pour faire un rapport qui est toujours disponible online sur la manière dont il faudrait gérer les épidémies à venir. D'accord. Donc j'avais une vision, c'est un rapport qui a 20 ans, hein. Donc j'avais une vision très précise, et en particulier de l'organisation, ce qui m'a amené à faire un institut de recherche et de soins sur les maladies infectieuses, qui est le plus gros contrat pour un projet de recherche médicale qu'il y ait eu en France de tous les temps. Donc je ne suis pas un marginal. Peut-être que mon attitude, ma coiffure vous apparaît comme étant celle de marginal, mais je ne suis pas un marginal. J'ai publié plus dans tous les journaux de maladies infectieuses que n'importe qui au monde. Donc, c'est pas vrai que l'idée de ce qui a été mis en place représentait un consensus. C'est d'une manière très intéressante qui expliquera, et bien entendu, ça a un lien avec ce que je vais vous expliquer. Les infectiologues, depuis 30 ans, essentiellement, se sont retrouvés à jouer un rôle essentiel et voire exclusif, c'est-à-dire de tester les médicaments dans des infections chroniques, qui sont le sida et les hépatites chroniques. De ce fait, les liens entre les infectiologues et l'industrie pharmaceutique qui mettait ça au point sont devenus essentiels. Et une partie très importante des infectiologues n'a plus rien fait d'autre en termes de recherche, ce qui n'est pas de la recherche, hein, c'est de fournir des malades dans des protocoles qui étaient écrits par l'industrie pharmaceutique, dont tous les résultats étaient analysés par l'industrie pharmaceutique, qui publiait des ghostwriters pour le publier dans le New England ou dans le Lancet ou BMJ. Donc, si vous voulez, la situation était celle-là. Et donc, dans la plupart des États, on s'est penché vers les gens qui étaient réputés s'occuper de maladies infectieuses et qui en réalité n'avaient d'expérience pas du tout dans les épidémies, mais dans la prise en charge des infections chroniques, comme par exemple Fauci aux États-Unis, qui n'a fait que ça depuis 40 ans. Vous voyez, donc les maladies émergentes et les épidémies, c'est d'une nature très très différente. Le sida a été comme ça au début. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé sur le sida au début, dans le début des années 80. Et ensuite, c'est devenu la prise en charge d'infections chroniques
avec la mise au point de l'optimisation thérapeutique avec l'industrie pharmaceutique. C'est d'une autre nature. Donc le consensus dont on a parlé au niveau infectieux est au départ un consensus qui a réalisé en s'appuyant sur des praticiens qui, depuis des décennies, travaillent euh, pour mettre au point ou pour évaluer des médicaments qui ont été achetés, pas mis au point généralement, c'est mis au point dans les startups, achetés par des pharmacies, des big pharma, et qui les mettent sur le marché et qui ensuite en font la promotion, y compris dans les plus grands journaux. Toutes ces données, c'est des données qui sont très bien connues, qui ne sont pas des données paranoïaques. Vous savez, il y a 3 sur 4 des derniers rédacteurs en chef du New England qui ont écrit ça. Le rédacteur en chef du Lancet actuel, j'ai peut-être oublié à cette occasion, mais il a écrit ça aussi, c'est que le poids de l'industrie pharmaceutique dans la production scientifique est devenu colossal, puisque ce sont les employeurs indirects ou les employeurs euh, associés des gens qui font et qui sont devenus les conseillers, les experts, etc. Donc on est dans une situation qui n'est pas une situation de consensus, de réflexion sur les épidémies, mais une réflexion qui va intégrer les gens qui ont un mode de travail sur les maladies infectieuses qui est très particulier, puisque c'est celui des maladies infectieuses sur lesquelles la plupart des gens ont travaillé dans les pays occidentaux, qui sont le sida et les hépatites chroniques. Deuxièmement, la question de la définition d'une pandémie est une définition, comme toutes les définitions, c'est une question de mots. Pandémie, ça veut dire que c'est une épidémie qui s'étend sur l'ensemble de la planète. C'est au début, et maintenant on y voit peut-être un petit peu plus clair, au début, il s'agit d'une épidémie qui sévit en Chine avec des cas secondaires que l'on aperçoit pour nous en Europe, en Allemagne et en Italie, avant d'avoir une espèce de généralisation. Ce que je pense actuellement, après une analyse qu'on a en cours qui est online maintenant en préprint, c'est qu'il y a un phénomène très important qui s'est passé quelque part après que le virus soit rentré en France. Pour ça, je ne crois pas du tout que le virus pandémique ait été fabriqué dans un laboratoire, parce que ça ne fait pas de sens virologiquement. C'est qu'il va apparaître 2 mutations. Une mutation dans la machine qui reproduit le virus et qui va multiplier le nombre d'erreurs par 100. Et donc, ce virus va devenir hyper mutagène, alors que les coronavirus avaient la réputation de ne pas être mutagènes. Et donc, les 2 épidémies précédentes de virus très proches, le SARS en Chine et le MERS corona, alors vous avez une malchance au Canada d'avoir une épidémie hospitalière de SARS, et ça ne s'est pas reproduit ailleurs, donc l'épidémie s'est rapidement épuisée, puisque la capacité adaptative de ce virus, du fait de ses faibles mutations, était très faible. Donc ce virus qui était proche du MERS corona ou qui était proche du SARS, les gens prévoyaient au début que ça se passerait de la même manière, c'est-à-dire qu'il disparaîtrait tout seul. Et ces 2 mutations que l'on a trouvées dans quasiment tous les virus que vous avez eu ici, qu'on a eu en Europe, hein, qui sont dans la RNA polymérase et dans la spike dont vous avez beaucoup entendu parler. Un a permis une meilleure adhésion du virus, l'autre a permis une plus grande vitesse de mutation, une adaptabilité tout à fait exceptionnelle, qui fait que ce virus a donné lieu à des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui jouent chacun leur rôle les uns après les autres. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir voir que ce virus est susceptible de devenir beaucoup plus épidémique et de changer rapidement. Et donc, vous avez un seul épisode qui ressemble à une épidémie normale, qui est le premier épisode que nous avons dans le monde, qui donne une forme typique d'une épidémie avec une infection aiguë, c'est-à-dire une courbe en cloche. Mais ensuite vont apparaître de nouvelles épisodes épidémiques. Je serai le premier à parler de variants, et il y a, les gens refusaient même l'idée qu'il existe des mutants ou des variants. Et puis, c'est seulement quand les gens en Angleterre ont dit avec le Wellcome Trust qu'il y avait des variants que l'idée de variant a été acceptée, bien que ce soit survenu 3 mois après que moi j'ai parlé de ça. Donc, on est face à des multiples virus et qui vont avoir, et le sens de votre question est plus
profond encore que ce que vous l'imaginez. C'est nous avons beaucoup utilisé les variants, beaucoup analysé les variants. On a fait 60 000 génomes rien que dans mon centre, hein. Et ce qui est très intéressant, c'est certains des variants sont devenus pandémiques. Vous voyez, ce qu'on a appelé le alpha, le delta, maintenant le omicron sont pandémiques, c'est-à-dire on les trouve partout dans le monde, tandis que certains variants sont des variants qui sont restés épidémiques dans des zones particulières. Par exemple, celui qui a le plus tué en France s'appelle Marseille 4, il est issu des visons et il s'est répandu dans une partie de l'Europe, mais il n'a pas envahi le monde. Il y a eu un autre variant qui a été décrit en Espagne, qui a atteint l'Espagne et l'Angleterre, et qui n'est pas devenu un agent de pandémie, mais d'épidémie limitée. Et la raison pour laquelle euh, certains de ces variants sont devenus pandémiques et d'autres variants ont provoqué des épidémies limitées est tout à fait incomprise actuellement. Donc la pandémie, c'est simplement la constatation d'un état de fait qu'un virus s'implante partout. On ne sait pas pourquoi. On commence à avoir des données, mais c'est un peu technique, pour la raison pour laquelle les virus s'épuisent. Les virus s'épuisent s'il n'existe pas une nouvelle mutation fertile, c'est-à-dire qui relance l'histoire. Sinon, spontanément, les mutations qui s'accumulent entraînent la fin de l'épidémie. Merci, docteur. Avant de continuer, je dois vous assermenter. Je ne l'ai pas fait au début, mais on peut le faire rétroactivement. Alors, tout ce que vous avez dit sera sous serment. Alors, on appelle ça une affirmation solennelle, assermentation solennelle. Alors, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, dites « je le jure ». Oui, je le C'est jure. bien. Et je voudrais ajouter que mes conflits d'intérêts, j'ai l'habitude de le faire, je travaille pour la mise au point d'un microscope électronique pour Hitachi depuis plusieurs années. Et je suis, depuis début de l'année, euh, conseiller scientifique pour Eurofin, qui est une maison qui fait du diagnostic biologique. Alors, je vais vous poser une question qui a fait le tour du monde. On va parler d'hydrochloroquine. Vous avez trouvé une solution thérapeutique et pouvez-vous nous parler brièvement de cet épisode de votre vie où vous étiez confronté à vos pairs et à plusieurs autres docteurs dans le monde entier où vous préconisiez l'hydrochloroquine? Alors, pouvez-vous nous parler de cette stratégie thérapeutique que vous avez entreprise à l'époque? Alors, l'hydroxychloroquine fait partie d'un groupe de molécules qui ont été étudiées dans les années 80 pour leur rôle dans la cellule. L'hydroxychloroquine est une base faible, c'est-à-dire qu'elle est basique, elle n'est pas acide, comme l'amantadine, comme tous les produits basiques qui sont de relativement petite taille. Ceux-ci rentrent dans la cellule facilement par diffusion et ils vont se concentrer dans un endroit très acide de la cellule qui s'appelle le lysosome. Et ils vont modifier le pH, l'acidité de ce lysosome, en le faisant passer d'un pH 4,7, qui est un pH acide, à un pH 5,6, qui est un peu moins acide. Et en faisant ça, ils changent la physiologie de la lutte des cellules contre les microbes. Donc moi, j'ai analysé le rôle de l'hydroxychloroquine. Toutes ces choses ont été mesurées, hein, d'abord par une autre équipe, une équipe américaine, hein, qui travaillait sur la fièvre Q. Et puis moi, j'étais un spécialiste de la fièvre Q, donc qu'on n'arrivait pas à traiter. Donc j'ai analysé ce médicament dans le cadre de la fièvre Q. Il y a maintenant 30 ans qu'on traite les fièvres Q avec de l'hydroxychloroquine associée à un antibiotique, parce que l'antibiotique à pH acide n'arrive pas à tuer la bactérie, parce que si on monte un peu le pH, l'antibiotique tue la bactérie. Donc c'est une molécule que je connais très bien, que j'ai prescrit moi-même, hein, je suis médecin praticien aussi. J'ai soigné des centaines, des milliers de personnes avec des maladies à bactéries intracellulaires, la fièvre Q et la maladie de Whipple, auxquelles on m'a demandé les conseils du monde entier, y compris du Canada, pour les traiter, et en utilisant ce phénomène qui est que si on monte le niveau du pH
de la vacuole, c'est-à-dire le petit sac dans lequel se trouve le microbe, on change la vie du microbe dans la cellule. Donc, si les bactéries, mais les virus ou les parasites qui rentrent dans la cellule rentrent par une vacuole, qu'on appelle la phagocytose ou l'endocytose, dans la plupart des cas, le lysosome vient se coller contre cette vacuole, ils fusionnent ensemble, ils déversent des enzymes là-dedans, et ces enzymes sont actifs seulement à pH acide. Donc vous changez la nature de ce qui se passe, et y compris pour les virus. Et donc, bien avant nous, il y a des gens qui avaient fait un papier dans le Lancet en disant, écoutez, il faut évaluer l'activité antivirale de l'hydroxychloroquine parce que certains virus rentrent par endocytose, dont un des deux virus de la grippe. Et donc, quand le SARS est arrivé, l'hydroxychloroquine avait été testé pour le SARS. À l'époque, Fauci avait dit il est probable que le seul médicament pour le SARS 1, hein, est l'hydroxychloroquine. Et les Chinois avaient testé l'hydroxychloroquine, comme les Coréens, si vous voulez, avaient testé l'hydroxychloroquine quand ils ont eu des problèmes avec le MERS. Donc c'était un phénomène qui n'est pas du tout un phénomène inexpliqué ni inexplicable. Simplement, ça n'est pas un antiviral classique. Les antiviraux sont des antiviraux qui généralement jouent sur des enzymes du virus lui-même ou sur des échanges ou sur la mutation des virus. Là, c'est un phénomène général qui est un phénomène qui joue sur la capacité au virus de sortir de la vacuole dans laquelle il est rentré grâce à la fusion avec le lysosome. Et si vous empêchez cette activité, vous empêchez le virus de se multiplier. Donc c'est un phénomène qui est connu. Par ailleurs, l'hydroxychloroquine que j'avais choisi, je l'avais choisi parce que c'est un médicament extrêmement connu. C'est un médicament qui a été, il y a eu des milliards et des milliards d'ordonnances qui contiennent de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. Il y a une année, je crois que c'est 2006, où il y a eu 6 milliards de traitements par la chloroquine qui ont été faits dans les pays du monde, puisque c'était le traitement de référence du paludisme à l'époque. C'est aussi le traitement. Nous, on utilise l'hydroxychloroquine pendant 1 an ou deux. Moi, j'ai traité plus de 4000 personnes. On n'a jamais eu d'accident ni cardiaque ni oculaire. L'hydroxychloroquine est utilisée en permanence par les rhumatologues pour traiter une maladie fréquente qui est la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi le lupus, mais aussi une maladie qui est due à des anticorps, qui sont les anticorps antiphospholipides, que l'on voit parfois d'ailleurs dans le SARS, et qui donnent des atteintes cardiaques, mais globalement, c'est le médicament qu'on donne contre les auto-anticorps, les anticorps d'auto-immunité. Donc c'est un médicament très très connu. On sait, moi j'ai fait des milliers de dosages avant cette aventure, que si on donne 600 mg par jour d'hydroxychloroquine, au bout de quelques jours, on a 1 microgramme par ml d'hydroxychloroquine, ce qui suffit pour les premiers tests in vitro sur le virus que nous avions fait à neutraliser le virus. Donc tout ça, c'est de la science très basique et très compréhensible. Il y a pas de, c'est pas mystérieux, c'est mystérieux simplement pour les gens qui n'ont pas regardé la littérature ou qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc tout ça, c'est de la science compréhensible. Et d'ailleurs, moi, j'ai tout de suite réagi à la première déclaration des Chinois qui étaient les premiers et les seuls, quand ils ont eu le début de cette épidémie, à dire l'homme qui avait géré le premier épisode de SARS en Chine avait dit il n'y a que deux médicaments qu'on a testés qui ont une efficacité, le remdesivir et l'hydroxychloroquine. Et nous, parce qu'on connaît l'hydroxychloroquine, on sait que c'est pas toxique, on connaît la posologie, on va commencer par traiter les gens avec de l'hydroxychloroquine. Et ils annonçaient des résultats préliminaires qui disaient qu'il y avait une certaine efficacité. Donc tout ça, c'était de la connaissance. Il n'y a pas d'improvisation là-dedans, il y avait de la connaissance. Donc nous, on a rapidement demandé une autorisation de faire un essai thérapeutique. Il se trouve que par chance, on a pu faire un essai comparatif avec des gens qui étaient, dont on faisait, nous, le diagnostic, puisqu'ils n'étaient pas encore prêts, mais qu'eux ne pouvaient pas traiter par notre protocole parce qu'ils n'étaient pas inclus, qui nous ont servi de groupe contrôle pour quelque chose où on mesurait simplement la charge virale, c'est-à-dire est-ce que les virus
diminuer plus rapidement avec notre protocole que quand on n'est pas traité. On a trouvé ça, et c'est un papier qui a déchaîné des passions. Effectivement, je ne pensais pas, en faisant de la science, qu'on pouvait déclencher des passions aussi étonnantes. Oui, d'ailleurs, dans cette lancée, vous disiez souvent que la plupart de vos détracteurs ne connaissaient rien à la science et ça, je peux vous dire que ça a atteint beaucoup de personnes quand vous avez dit ça, parce qu'effectivement, la majorité de ceux qui font les politiques en ce qui concerne le COVID provenaient de l'École nationale d'administration, vous l'avez mentionné. J'aimerais que vous parliez un petit peu d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Pardon? Pour vous dire Oui. jusqu'à quel point la science n'est pas ce qu'on explique dans les écoles d'administration, mais moi je comprends bien que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu participer au Conseil scientifique français, c'est que les politiques voulaient dire qu'ils prenaient des décisions politiques au nom de la science, et ça n'était pas au nom de la science, c'était au nom de stratégies politiques et qui n'étaient pas validées scientifiquement. Donc, par exemple, on le sait maintenant qu'il n'y avait aucun élément qui permettait de dire que porter des masques dans la rue diminuerait l'épidémie. On a montré que c'était faux. Le confinement n'avait aucune substance scientifique. Et d'ailleurs, les Suédois qui ont eu les taux de mortalité, qui ont eu aucune modification de leur espérance de vie, n'ont jamais appliqué le confinement. Donc tout ça n'était pas de la science, c'était de la politique. C'est bien, il faut que les gens fassent de la politique. Moi, je ne voulais pas être instrumentalisé comme scientifique, qu'on dise que c'est moi, donc je n'aurais pas voulu faire le rôle de ce que faisait Fauci ou ce que faisait Del Tracy, de dire que c'était au nom de la science qu'on prenait des décisions politiques. Je ne suis pas d'accord et ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, moi, c'est de parler de science, c'est pas de prendre des décisions politiques. J'ai jamais voulu faire de politique. D'ailleurs, personne n'est capable de dire ce que sont mes opinions politiques. D'ailleurs, si quelqu'un le savait, ça m'intéressait de savoir ce qu'elles sont, parce qu'elles varient en fonction des situations. Nous allons parler d'un sujet qui a ébranlé la planète. C'est le sujet des vaccins. Alors, c'est un vaste sujet. J'aimerais, si vous pouviez nous donner à la Commission une opinion sur l'efficacité des vaccins, si vous pouvez, qui ont été proposés. Parler du vaccin contre le Covid. Oui, qui ont été proposés. Alors, là aussi, hein, je me permets de dire ça, je ne vais pas faire de publicité, mais j'ai écrit un livre sur les vaccins il y a 5 ou 6 ans, bien avant ça, et je suis d'accord avec tout ce que j'ai écrit à l'époque sur les vaccins. Donc, il y a la question des vaccins est une question, il faut essayer de ne pas se laisser embarquer dans des situations binaires de je suis pour les vaccins ou contre les vaccins qui sont idiotes. Alors, ça, je suis d'accord, c'est pas ce que je vous demande, je suis d'accord avec vous. Vous l'avez dit Il y a- souvent, il y a- d'ailleurs. il y a des vaccins qui marchent très bien, qui ont permis au moins dans un cas pour la variole, d'éradiquer une maladie, d'autres qui ont permis de diminuer de manière très très spectaculaire l'incidence des maladies. Il y en a au moins une dizaine qui marchent très très bien, qui sont indispensables. Et moi, en France, j'ai joué un rôle politique pour faire rembourser 2 des vaccins, il y a maintenant longtemps, un pour le vaccin contre Haemophilus influenzae, l'autre pour le vaccin contre l'hépatite B, qui n'était pas remboursé en France pour des raisons qui étaient idéologiques, puisque l'idéologie a changé. Vous savez, les gens qui étaient hostiles aux vaccins, qui étaient plutôt New Age, dans les années 90, étaient plutôt de gauche. Et maintenant, ceux qui sont pour les vaccins à tout prix sont plutôt de gauche maintenant. Donc, le vent a tourné entre ceux qui étaient contre les vaccins. Vous savez qu'en Californie, il y a une baisse considérable de la vaccination qui était due à une hostilité de gauche. Et on enseignait à l'époque, à l'École nationale de formation de la santé, que la politique vaccinale était dirigée par l'industrie pharmaceutique et que l'hépatite B, le drame du lien putatif entre l'hépatite B et la sclérose en plaques, était une erreur liée au lobbying pharmaceutique. Quand moi j'ai demandé à cette occasion qu'on reprenne la science, on m'a accusé, ce qui est quand même dérisoire, vous voyez que comme quoi le temps change, d'être un allié du lobby pharmaceutique. Parce que tout ça, c'est une espèce de simplification idéologique abusive. Maintenant, pour revenir sur la vaccination pour le Covid, on est dans une situation dans laquelle on a dramatisé à outrance une épidémie en faisant croire aux gens que tout le monde allait mourir de cette épidémie. Je vous rappelle que
la plupart des pays, à part aux États-Unis, qui est le pays qui a eu la gestion la plus fantasque de tous, pour des raisons que je crois savoir et dont je vous parlerai, euh, les gens qui sont morts, pour la moitié d'entre eux, avaient plus de 85 ans. 90% d'entre eux avaient plus de 70 ans. D'accord? Donc on était dans des maladies, dans un groupe de maladies qu'on connaît, c'est-à-dire chez les sujets âgés ou qui ont des pathologies associées, les immunodéprimés, les trisomiques, qui ont une mortalité très très importante. Eh bien, chez ces gens-là, il faut avoir des mesures de protection et il fallait les avoir le plus tôt possible. Dans les EHPAD, ce qu'on appelle les EHPAD, nous, c'est les maisons de retraite, eh bien, il fallait tout de suite se préoccuper des gens. Nous, on a tout de suite essayé de mettre en place ces protocoles. On diminuait de 50% la mortalité avec la thérapeutique. On nous a interdit de continuer. Donc, c'est très. Le ciblage immédiat qu'on pouvait avoir sur cette maladie était essentiel. Et donc, la dramatisation à outrance a amené à dire nous n'allons pas, gouvernement, on dit nous n'allons pas exiger la validation scientifique que nous demandons normalement pour un vaccin. Et tout ça avait été très, très, très poussé par, en particulier, je m'excuse, mais c'est la réalité, par Bill Gates depuis des années, qui annonçait qu'il faudra avoir des vaccins en 6 mois. Or, il n'est pas possible de valider un vaccin et son efficacité en 6 mois. C'est impossible. Voilà. Donc, si on dit on veut le valider en 6 mois, eh bien, on ne peut pas réellement évaluer son activité contre. C'est ce qui s'est passé. On n'a jamais testé la contagiosité. Donc, ce vaccin a été vendu comme une solution à une population complètement affolée en disant écoutez, quand le vaccin va arriver, on va avoir une baguette magique. Et cette baguette magique, ça va être de vacciner tout le monde. Et puis, la maladie sera terminée. Et donc, si vous voyez quand même le résultat maintenant, c'est terrible d'ailleurs, parce que comme personne n'a de mémoire et de moins en moins, eh bien, personne ne voit. Il suffit de regarder. Vous savez, il y avait un très bon site, moi, que je regardais très, très régulièrement, c'était le John Hopkins Covid. Il suffit de le regarder pour voir que le vaccin n'a pas changé l'incidence de la maladie. Ça n'a pas changé. L'incidence est la même. Donc, deuxièmement, sur son efficacité, alors on a dit, nous, on l'a vu très rapidement parce que on demandait aux gens qui venaient se faire tester. On a fait 1,2 million de tests dans mon institut. Hein, et on demandait aux gens qui venaient se faire tester, avez-vous été vacciné ou non? Et rapidement, on s'est rendu compte que les gens vaccinés étaient aussi infectés que les gens non vaccinés. Donc, on savait qu'il n'y avait pas de, on savait qu'il n'y avait pas de protection contre l'infection. Tout le monde le sait maintenant. Donc, l'éradication ou l'élimination du Covid était quelque chose dont on a su très rapidement que ce n'était pas vrai, en dépit du fait que à chaque fois que moi je parlais de ça, les gens essayaient de dire c'est pas vrai, mais il suffisait de regarder la couverture vaccinale en Angleterre et le rebond qu'il y a eu tout de suite après, il suffisait de voir ce qui se passait en Israël. Tout ça, c'est sur John Hopkins Covid, il suffit de regarder, ou regarder en Corée du Sud, il n'y avait pas de Covid avant la vaccination. Et après la vaccination, on va exploser le Covid. Donc on sait bien que, alors qu'il y avait un taux de vaccination considérable, donc on sait bien que ça ne va pas protéger du fait de la maladie. La deuxième question, c'est d'accord, mais alors, si on revient à une proposition qui est raisonnable, au moins en première intention, qui est celle qu'on connaît pour les autres infections virales respiratoires. Il faut savoir que pour les infections virales respiratoires, pour l'instant, nous n'avons pas de vaccin qui permettent d'assurer une immunité durable. Il n'y en a pas. Et les maladies elles-mêmes, comme le Covid, vous savez bien que pour le Covid, il y a des gens qui en ont fait 3, 4. Donc ce n'est pas protecteur. Donc vous ne pouvez pas imaginer un virus protecteur, un vaccin protecteur, quand la maladie n'est pas protectrice. Parce que la réponse immunitaire au cours d'une maladie est considérable. Et on n'a pas d'exemple de maladie non immunisante pour lequel on ait des vaccins qui soient immunisants de manière durable. Donc c'est basique, ça. C'est une notion aussi scientifique de base. C'est parce que les gens sont ignorants qu'ils ne savent pas ça. Vous savez bien ce qui se passe pour la grippe. La grippe, c'est le même problème. Un, ça mute. Deux, ça se réarrange. Il y a énormément de réarrangements avec le Covid aussi. Et c'est une maladie virale respiratoire qui n'est pas immunisante. Vous faites une grippe et puis vous allez en refaire une autre l'année d'après, ou vous ne la ferez pas pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et puis la grippe continue. Et tous les ans, on fait les vaccins pour la grippe. Et très bien, tout ce que ça fait, c'est que ça diminue un peu la gravité chez les sujets les plus à risque.
Voilà, c'est l'efficacité. Et malheureusement, les sujets les plus à risque sont ceux qui ont la moins bonne réponse immunitaire. C'est une raison pour laquelle ça diminue un peu la mortalité. C'est pas totalement inefficace, mais ça n'est pas terriblement efficace. Encore que le vaccin contre la grippe ait une certaine protection contre la contagiosité pendant 3 à 4 mois. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il est recommandé dans la plupart des pays pour le personnel soignant au contact direct des malades pendant l'épidémie saisonnière. Dans ce sens-là, ça a un sens. Mais ça, c'est de la connaissance, hein, c'est pas extrême, c'est juste de la connaissance. Donc, ce vaccin est fait dans des conditions qui ne permettent pas d'évaluer, d'une part, tous les groupes, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, en allant aussi vite, tester son innocuité et son inefficacité chez les femmes enceintes, vous n'avez pas le temps de tester chez les enfants, et donc vous n'avez pas le temps de tester l'efficacité contre la transmission. Donc, c'est 3 éléments majeurs. Et la seule chose que vous puissiez tester, et qui a été testée, c'est est-ce qu'il y a plus de formes symptomatiques chez les gens, est-ce qu'il y a plus ou moins de formes symptomatiques chez les gens qui ne sont pas vaccinés par rapport aux gens qui sont vaccinés. Là, il y a des résultats préliminaires qui montrent que dans les 3 mois qui suivent, et pareil, on ne peut pas évaluer l'efficacité de ce vaccin à 6 mois parce qu'il n'a pas été testé pendant 6 mois. Donc tout ça va être fait en temps réel dans la population en généralisant alors que ça n'a pas été testé. Et bien sûr, ça n'a pas été testé, donc on ne connaît pas le résultat. Et quand on voit les résultats, eh bien, il y en a un certain nombre qui ne fonctionnent pas. Donc, sur l'efficacité contre la contagion, on sait qu'on ne peut pas éradiquer, donc on a la preuve par 9, là vraiment on l'a vu, on ne peut pas éradiquer cette maladie euh, par la vaccination. Après, si vous voulez le démontrer, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui vous fera un modèle mathématique payé par une fondation célèbre pour montrer que ça marche. Mais si vous regardez simplement sur les variations sur John Hopkins Covid, vous verrez bien que l'efficacité sur la transmission n'est pas terrible. L'efficacité chez les sujets les plus à risque, nous, on vient de sortir une étude sur 30 000 personnes qu'on a traitées ici, hein, il y a une certaine efficacité sur la gravité des sujets les plus âgés, au-delà de 75 ans. Donc, ils font moins de formes graves chez les gens de moins de 75 ans. Après, les effets secondaires, nous, moi j'ai été le premier à le dire en France, on a eu un personnel de soins très jeune qui s'est fait vacciner et qui a perdu un œil parce qu'il a fait une thrombose profonde, dont une thrombose de la veine de la rétine. Et après, bien entendu, il y a une grande réticence du personnel à se faire soigner. Les gens disaient que c'est parce que c'était moi qui émettais des réserves. Ce qui n'était pas le cas, c'est parce que les gens parlent. Donc, quand vous avez une gamine de 25 ans qui perd un œil, si vous voulez, tous ses copains soignants le savent très rapidement dans l'hôpital. Puis après, les gens se méfient. Donc, les faits sont apparus. Et donc, ça, c'était avec le vaccin AstraZeneca. Très rapidement, j'ai annoncé sur ma chaîne, quand je faisais mes émissions, que je recommandais que les femmes de moins de 50 ans ne se fassent pas vacciner par ça, parce que c'était les personnes les plus à risque, et qu'il ne fallait pas vacciner. Après, l'Angleterre elle-même l'a interdit, tout le monde a été d'accord. Tout le monde oublie, c'est moi qui ai commencé par dire ça, parce que ensuite, tout le monde a interprété ça comme étant une position générale contre le vaccin contre le Covid, ou une position générale contre les vaccins en général, ce qui est stupide. Donc je m'excuse, je ne veux pas qu'on me croie stupide, je ne suis pas stupide du tout. Enfin, si je le suis, je ne me rends pas compte. Voilà. Donc tous ces éléments-là. Ensuite, on a vu l'histoire des myocardites en Israël. La proportion de myocardites, pour l'instant, est inconnue, en particulier parce qu'il y a une proportion de morts subites chez les sujets jeunes, et en particulier chez les sportifs, qui n'a pas été explorée. On ne sait pas. Pendant longtemps, les gens niaient, même ça donne des myocardites, mais plus personne ne nie ça. Les gens disent que ce n'est pas important. Mais c'est à mettre en balance, ça, tous les vaccins, si vous voulez. C'est pour ça que je ne peux pas répondre directement à votre question pour savoir si je suis pour, si je suis contre. Tous les vaccins doivent être réfléchis dans une balance entre les bénéfices et les risques. Par exemple, il y a très très bonne. Nous, on a les mêmes résultats. Mais les Suédois viennent de publier, le gouvernement suédois vient de publier une vraie étude très bien faite, intelligente, sur quelle est la mortalité des gens de moins de 45 ans avec le Covid, à partir du moment où on s'occupe d'eux. En particulier, il
faut soigner les malades. Nous, en France, on a eu un truc terrible au début de dire il ne faut pas soigner les malades, restez chez vous, n'allez pas embêter votre médecin, les médecins ne répondaient pas, vous n'avez qu'à prendre du Doliprane et si vous êtes essoufflé, allez aux urgences ou téléphonez au SAMU. Alors c'est une erreur énorme parce que c'est une maladie qui n'était... Quand on ne connaît pas les maladies, il faut commencer par les étudier. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a commencé par regarder les malades. Et on s'est rendu compte, ce que les Chinois avaient écrit, que la maladie se présentait sur le plan respiratoire comme au début comme une baisse de l'oxygène qui épuisait les malades sans qu'il y ait d'augmentation de dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone qui fait que vous êtes essoufflé. Donc, dans la grippe, vous avez à la fois une baisse de l'oxygène et une augmentation du dioxyde de carbone. C'est les échanges gazeux. Et donc, vous vous rendez compte, quand ça ne marche pas, vous vous en rendez compte parce que vous êtes essoufflé. Tandis que dans cette maladie, quand vous êtes essoufflé, c'est très tard, c'est l'heure de la réanimation. Pendant longtemps, vous avez l'oxygène très bas, vous êtes épuisé à lutter pour essayer d'avoir de l'oxygène, et quand vous n'arrivez plus du tout à lutter et que vous étouffez, c'est extrêmement tard. Et donc, il faut mesurer dans cette maladie, très très tôt, quelle est la concentration d'oxygène avec des oxymètres de pouls. Moi, j'ai fait mettre... tout le monde a fini par acheter des oxymètres de pouls et le ministère a fini par le recommander 3 mois après que je l'ai recommandé. Donc, il faut mesurer l'oxygène à la maison. Voilà, c'est la médecine, c'est de la science. Hein, c'est pas... c'est les sachants contre les administratifs. C'est des mondes différents. Oui. Et donc, si vous les oxygénez, vous baissez la mortalité chez les sujets les plus jeunes parce qu'ils vont récupérer, s'ils n'ont pas besoin de lutter pendant 10 jours pour pouvoir s'oxygéner, eh bien, ils n'iront pas en réanimation, ils mourront. D'accord. Et ça, on le sait aussi, parce que nous, on a eu, vous savez, notre porte-avions sur lequel il y a eu une épidémie de 700 personnes, il y a eu 0 mort. On avait l'épidémie sur un bateau de croisière en Chine, en dessous de 70 ans, il y avait 0 mort. Et donc, en Suède, quand ils ont évalué ça, ils ont évalué qu'il y avait 1 mort pour 10 000 personnes infectées de moins de 45 ans. Donc, si vous multipliez, pour savoir quel est le risque relatif de mourir avec quand on a moins de 45 ans, il faut que vous multipliez ça par la fréquence de la maladie. Et la fréquence de la maladie pendant cette période d'observation en Suède, elle était de l'ordre de 15%, de 10 à 15%. Ça veut dire que dans l'âge entre 0 et 45 ans, il y avait peut-être un mort pour 100 000 personnes qui allaient mourir du Covid-19. Donc, quand vous faites un vaccin dans cette population, à partir du moment où vous savez que ça ne joue pas de rôle dans le contrôle de l'épidémie, il faut que vous vous disiez que le vaccin doit avoir moins d'une mort pour 100 000 personnes. Et ça, bien sûr, vous ne pouvez pas le tester en 3 mois. Et c'est ça le bénéfice-risque. Si les gens de 85 ans, là, il y a eu des ravages chez les gens de 85 ans. Donc, si vous disiez, écoutez, s'il y a un mort pour 1000 ou pour 10 000 dans les gens vaccinés, à côté du risque de mourir du Covid, eh bien, mon Dieu, on peut prendre le risque, le bénéfice attendu est raisonnable. Mais quand vous n'avez pas de bénéfice à attendre, eh bien, aucun risque n'est tolérable. C'est clair ce que je dis? Oui, oui, oui. D'ailleurs, je voulais juste rajouter que vous pouvez être certain que je ne suis pas rentré dans une question à savoir si vous étiez pour ou contre les vaccins, parce que je sais qu'on a essayé de vous attraper avec ça à plusieurs reprises. C'était juste, comme vous avez bien répondu, on parlait de l'efficacité du vaccin et non si vous êtes pour ou contre. Alors là, je vais aborder un sujet qui, pour moi, personnellement, est très important, c'est la censure. Juste pour vous mettre en contexte, professeur Raoult, au Québec, on a environ 400 000 professionnels soumis à peu près 42 ou 44 ordres professionnels. Et chaque ordre professionnel a un syndic qui a surveillé durant la pandémie les réseaux sociaux pour voir s'il n'y avait pas de déviation ou voir s'il n'y avait pas un professionnel qui pensait autrement que la façon qu'il fallait penser au gouvernement. Et quand cela arrivait, les professionnels subissaient la foudre des syndics et souvent, c'est arrivé que ça terminait par des plaintes disciplinaires. Ce n'était pas seulement des plaintes disciplinaires en matière médicale, à savoir ceux qui faisaient partie d'ordres professionnels reliés à la santé publique, mais ça pouvait être autant un arpenteur qu'un géomètre, qu'un ingénieur. N'importe quel ordre professionnel surveillait. Donc, il y a eu une censure énorme qui s'est faite. Et évidemment, je vous ai mentionné que c'est un de mes travaux depuis mon jeune âge. Et j'aimerais avoir votre opinion, maintenant que je vous ai mis un peu en contexte qu'est-ce qui se passe au Québec, j'aimerais avoir votre opinion sur ce qui se passe dans votre entourage et ce que vous croyez
des bienfaits, ou c'est-à-dire pas des bienfaits, le contraire, de la censure en Europe en ce moment. Ah, moi, je trouve je ne m'attendais pas, si vous voulez, à un degré de censure de cette nature-là. J'avais, je voyais les choses arriver parce que je fais une série de séminaires. Je faisais toute une série de séminaires chez moi très régulièrement dans mon institut. Et j'avais déjà comparé, si vous voulez, l'information faite par les médias traditionnels, les journaux en l'occurrence, hein, donc j'ai pris le New York Times, le Washington Post, le Guardian, ça avait été analysé d'ailleurs à l'époque par World Data, comparé à l'information par Google, par les réseaux sociaux. Et donc on voyait qu'il y avait une focalisation des médias traditionnels sur deux ou trois domaines, si vous voulez, alors que les réseaux sociaux avaient une dispersion beaucoup plus importante sur les causes de mortalité. Hein. Donc si vous regardez trois causes de mortalité comme le terrorisme, le suicide ou les homicides, les grands médias rapportent dans les causes de mortalité qui étaient évoquées, c'était avant l'épisode de Covid, hein, mais après c'est devenu le Covid, rapporté dans 70% des cas. Quand il parlait de mort, il parlait de ces trois maladies. Tandis que quand vous regardez dans les réseaux sociaux, alors que que ces trois épisodes de mort, alors qu'ils présentaient peut-être 5% des causes de mortalité ou moins de 5% en fonction des pays, alors que les réseaux sociaux n'en parlaient que dans 20 à 30%. Donc la vision de la mortalité dans les réseaux sociaux était beaucoup plus proche de la réalité que celle des grands médias. Donc le biais des grands médias était extrêmement clair pour moi. Après, ce qui a été une découverte et a été là d'une puissance absolument inouïe, pareil en France. Hein. Mais ce qui a été très intéressant, là que je ne connaissais pas, c'est effectivement la censure sur les réseaux sociaux. Moi, la première intervention que j'ai faite sur l'hydroxychloroquine en Chine, je rapportais ce qui se passait en Chine, hein, a été étiqueté fake news sur Facebook et a été étiqueté fake news sur le site du ministère de la Santé. Donc après, j'ai dit, attendez, moi je rapporte quelque chose qui a été dit officiellement en Chine. Vous ne pouvez pas dire que c'est une fake news. Vous pouvez dire que les Chinois mentent, si vous voulez, ça a été le grand truc. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est une fake news. Donc, tout ce qui a été installé, si vous voulez, depuis quelques années par les fact-checkers, les fake news, etc., en réalité, c'est du contrôle de l'information, c'est de la censure. Et ensuite, on l'a bien vu que sur les réseaux sociaux, nous, régulièrement, eh bien, il y a des gens qui ont leurs vidéos qui sont supprimées sur YouTube. Ça n'a pas été mon cas parce que j'étais un peu trop grand pour qu'on puisse vraiment faire ça. Et donc, en plus de ça, j'ai eu la prudence à chaque fois que je parlais de quelque chose de m'appuyer sur des textes qui étaient écrits et qui étaient connus, si vous voulez. Donc, j'ai exprimé assez peu d'opinions personnelles. En réalité, j'expliquais ce que je croyais connaître, basé sur des éléments qui étaient publiés. Mais ça a été absolument énorme. On le voit bien d'ailleurs avec maintenant la volonté d'Elon Musk depuis qu'il a acheté le réseau Twitter d'enlever et de rapporter les efforts qui ont été faits pour censurer la communication sur des réseaux qui n'appartenaient pas. Alors, c'est une évolution très frappante. Je peux vous dire, je n'avais lu ça, cette évolution, je ne l'avais lu que dans Hannah Arendt. Je vous conseille de le lire parce que c'est extrêmement troublant sur le totalitarisme. Vous savez, le totalitarisme, elle explique très bien, c'est très différent de la dictature. Hein. Dans la dictature, on vous oblige à obéir. Mais dans le totalitarisme, on veut vous obliger à penser comme on vous dit de penser. Et là, on est rentré dans une phase occidentale, de mon point de vue, hein, qui est très très proche du totalitarisme, qui avait été très très bien analysé pour la mise en place du communisme. Si vous lisez le Zéro et l'infini de Kessler, ou vous lisez ou des nazis, c'est comme ça que ça se fait. C'est de la propagande. Vous devez penser comme ça. Vous devez reconnaître quand vous avez dit autre chose que vous vous êtes trompé. Vous devez faire votre autocritique, si vous voulez. Mais tout ça, on connaît ça. Simplement, on ne pensait pas que le monde dans lequel nous vivions allait devenir ça. Et donc, il y a effectivement besoin d'une réaction démocratique extrêmement forte pour empêcher le fait d'avoir ce qui était décrit dans 1984, c'est-à-dire le ministère de la vérité. Nous avons eu le ministère de la vérité aussi. Hein. Et alors, c'est intéressant parce que
le ministère de la vérité scientifique, si vous voulez, j'avais dit ça, chacun a ses mesures. Nous, notre mesure chez les scientifiques, c'est le nombre de citations qu'on a, ou une construction du nombre de citations qui s'appelle le H-factor. Et j'ai eu une fois une visite, donc moi j'ai eu des visites organisées pour détruire l'Institut, et ce que je faisais quand même, hein, de 8 personnes qui sont des hauts fonctionnaires de la République, mandatés par 2 ministres, plus la direction de l'équivalent de la FDA, et je me suis amusé à prendre toute leur production scientifique à tous, et je leur dis, voilà, tous ensemble, il y a des mois où j'ai publié, où j'ai été plus cité que vous tous ensemble. Donc vous ne pouvez pas me dire que ça c'est la science et ça c'est pas la science. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc c'est pas au nom de la science. Donc clairement, c'est pas au nom de la science. Mais il y a d'autres choses que j'ai découvertes. Donc il y a un site qui s'appelle PubPeer, qui est un site de délation en ligne, qui analyse vos études, y compris fait par des gens anonymes qui n'ont aucune notion scientifique, et qui ensuite bombarde les journaux dans lesquels vous avez publié pour dire que vous avez triché, vous n'avez pas respecté le règlement, vous n'avez pas respecté les règles. Vous voyez, donc il y a il n'y a pas eu que de la censure, il y a eu une agressivité absolument incroyable que moi j'imaginais pas possible. Et puis il y a eu de la tricherie, vraiment, parce que le Lancet Gate, c'est pas autre chose que de la tricherie quand même. C'est-à-dire de dire que des inconnus arrivent à avoir 80 000 dossiers médicaux traités par l'hydroxychloroquine et qu'il y en a 10% qui sont morts, et publier ça dans le Lancet, moi je peux vous dire, et vous pouvez le marquer, dans le Lancet, j'étais le seul consultant éditorial du Lancet. Encore une fois, je ne suis pas un marginal, le seul français consultant éditorial du Lancet depuis une quinzaine d'années. Donc j'envoie dans le Lancet un papier sur lequel nous rapportions 3000 cas. Le papier n'est pas examiné parce qu'il parlait de la chloroquine. Je reçois à reviewer un papier des rhumatologues d'une association mondiale de rhumatologues qui rapporte 1 million de traitements par l'hydroxychloroquine, d'accord, pendant plusieurs mois ou années chez des patients rhumatismants, et qui montre qu'il n'y a pas d'accident cardiaque. Et en même temps, ils refusent les deux papiers, et en même temps, ils publient un papier dans lequel ils disent qu'il y a 10% de morts sur 80 000, alors qu'ils avaient dans la main le papier des rhumatologues avec 1 million sans morts. Donc ça, si vous voulez, ça c'est extraordinaire. Et donc, ça veut dire la censure s'est exercée au niveau de la presse, mais au niveau de la presse scientifique, comme je ne l'avais jamais vu. Inouï, ce qui s'est passé est inouï. D'accord. Et donc, qui va amener à avoir une réflexion politique sur comment ça s'éclaircit. Comment on fait avec ça? Vous êtes juriste, moi je suis frappé de voir que tous les drames qu'on a pu avoir ces dernières années avec l'industrie pharmaceutique, peut-être ça va changer avec Purdue, où on estime aux États-Unis il y a 100 000 morts par an qui ont été dues à l'Oxycontin, au Purdue conseillé par le plus grand conseil de l'industrie pharmaceutique. Peut-être que là, il va y avoir des gens qui vont aller en prison. Mais pour le Vioxx, on estime qu'il y a 60 000 morts, il n'y a pas eu un mois de prison. Donc, si vous voulez, quand même, notre société doit réfléchir. Moi, je ne suis pas pour la seule pénalité qu'il y a, et encore, aux États-Unis, ils les pénalisent, ils leur prennent de l'argent, parfois des milliards. Hein. En France, même pas, ou extrêmement peu. Je ne sais pas s'ils les pénalisent au Canada quand ils se rendent compte qu'ils ont menti, dissimulé les résultats. Tout ça existe, encore une fois. Il faut arrêter de dire que c'est du complotisme ou de la paranoïa. Il suffit de regarder, il y a plein de sites qui mesurent le nombre de, je ne sais pas combien, Pfizer a dû avoir 20 milliards d'amendes ces dernières années, Merck pareil. Donc, qui sont des amendes pour tricherie, fraude, briberie, financement illégaux des médecins pour prescription. Tout ça est parfaitement connu. Donc, simplement, la société n'a pas pris des mesures qui sont à la dimension des morts qui ont été identifiés. Donc, c'est des homicides indirects et ce devrait être traité comme des homicides indirects. D'accord. Et ça ne l'est pas parce qu'il y a une naïveté, une fausse naïveté qui laisse croire que l'industrie pharmaceutique n'est pas une industrie comme toutes les autres, c'est une industrie qui est de même nature que celle de l'automobile qui triche avec le diesel, ou comme le tabac qui triche avec... C'est la même chose. Le but d'un industriel et d'un dirigeant d'industrie, c'est de gagner de l'argent pour ne pas être en faillite, parce que sinon, il est obligé de mettre les gens au chômage, et les États les protègent, et tout ça,
doit être régulé parce que l'industrie pharmaceutique n'est pas différente de toutes les industries. Il n'y a pas de complotisme ou de paranoïa là-dedans. On ne voit pas comment on peut manier. Vous savez, le chiffre d'affaires de Pfizer en 2022, c'est 81 milliards de dollars, dont 22 milliards de bénéfices. Vous ne pouvez pas laisser ça sans contrôle. Enfin, c'est pas possible. Bien, alors, c'est un défi à toute l'intelligence humaine. Enfin, tout ça doit être bordé. Vous ne pouvez pas imaginer, en Europe, on n'arrive pas à avoir l'état des négociations de la Commission européenne pour acheter pour 41 milliards de dollars. Ça n'a laissé aucune trace visible. Enfin, c'est un monde qui ne doit pas exister, ça. Dans un monde régulé, ça n'existe pas, des choses pareilles. Donc il y a un vrai problème de fond qui est que, on dit mais c'est pour le bien de l'humanité, donc on convient que c'est pour le bien de l'humanité, et donc on sort de toutes les règles. Je vais vous donner une autre règle, parce que je suis très attaché. On a fait dans mon institut, depuis le départ, un des éléments majeurs était de créer notre propre comité de déontologie et d'éthique. Parce que je pense que ça fait partie d'un certain nombre de choses qui ont été détournées. On a fini par détourner l'éthique qui n'est jamais que de la morale, des rapports médecins-malades, à quelque chose qui est purement réglementaire et administratif. Je vais vous dire une chose. Nous n'acceptons pas de faire d'essais qu'on appelle de non-infériorité, c'est-à-dire d'essais dans lesquels on teste une molécule qui ne peut avoir aucun bénéfice pour le malade. Donc c'est pour montrer que la nouvelle molécule ou la nouvelle stratégie n'est pas plus mauvaise. Au Québec, on aurait dit c'est pas pire que la molécule qui existait déjà. D'accord? Mais le malade, en réalité, n'est jamais informé qu'il est en train de prendre un risque, puisque ce qu'on teste, c'est le fait que ça n'est pas plus risqué d'avoir la nouvelle molécule que l'ancienne. Nous avons décidé dans notre institut qu'on ne ferait pas, et on ne participerait aucunement à des études de non-infériorité, sauf si sur le texte qu'on remettait au malade, on dit vous prenez un risque inconnu que nous ne connaissons pas. C'est une chose. Deuxièmement, on est très concerné par ces éléments. Deuxièmement, normalement, ce que prévoit la déclaration d'Helsinki, qui n'a pas été faite là, je ne sais pas si ça a été fait au Canada, elle prévoit que si le médecin gagne de l'argent en prescrivant un traitement nouveau qui n'a pas été évalué, ce qui était le cas de toutes les vaccinations, on était dans un essai de phase 3. C'était toujours dans le domaine de la recherche, et donc le malade devait donner son consentement. Et donc, si on demande à un malade de l'accepter, on doit lui dire si on reçoit de l'argent ou pas. Nous, je peux vous dire, en tout cas en France, pour l'expérimentation thérapeutique, personne ne dit, il n'y a pas de médecin ou d'investigateur principal qui dit je suis payé, je vais gagner plus d'argent si vous dites oui que si vous dites non. C'est pas clair dans les dossiers qu'on leur donne. Et la troisième chose, qui est une chose qui est tout à fait terrible, je ne sais pas comment ça s'est passé au Canada, chez nous, il y a un certain nombre de métiers pour lesquels la vaccination était devenue obligatoire. Mais ceci rentrait en collision avec le fait qu'on demandait aux gens leur consentement, puisqu'on était dans une période expérimentale. Mais il est prévu, y compris dans la déclaration d'Helsinki, que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de consentir si le fait de dire non le pénalise par rapport au fait de dire oui. Vous savez bien que quand on fait une expérimentation thérapeutique, le consentement, vous devez marquer sur le papier du consentement, et là on ne le disait pas pour le vaccin, c'est une exception à toutes les règles d'éthique, de dire écoutez, vous n'aurez aucune sanction, aucune pénalisation ou aucun problème avec vos soins si vous dites non. Donc c'est un consentement, c'est un vrai consentement, ce n'est pas une obligation. À partir du moment où ça cesse d'être un consentement sans risque, si vous dites non, c'est une obligation. Et donc cette obligation, elle ne peut pas, théoriquement, dans une expérimentation, dans une phase d'expérimentation, elle ne peut pas être imposée. Donc il y a un véritable problème. Donc qui a été généralisé et mondial, celui-là. C'est-à-dire que dans un produit qui n'a pas été entièrement évalué, qui va être évalué sur les prescriptions générales, eh bien, les États ont assuré l'industrie pharmaceutique qui ne serait pas poursuivie. Donc, c'est les États qui assumeraient les dangers et les pénalisations s'il y avait des poursuites, d'une part, et d'autre part, bien que
l'étude n'ait pas été finie, et on aurait trouvé des volontaires, hein, parce que il y avait une appétence pour le vaccin au départ qui était considérable. Nous, on était le premier centre à vacciner à Marseille. Hein, donc, encore une fois, c'est pour mettre les choses en place et arrêter les bêtises pour ou contre les vaccins. Il y avait des gens qui pleuraient pour être vaccinés. Et les gens, au début, on commençait par vacciner les gens les plus âgés, mais il y a des gens qui avaient 10 ans de moins que l'âge. On commençait pour les gens de plus de 70 ans, donc il y a des gens de 60 ans ou des gens de 50 ans qui pleuraient pour être vaccinés. Donc, il y avait une appétence de ce vaccin. Donc, il y a des gens qui ne voulaient pas, mais des gens qui voulaient vraiment. On était dans une émotion qui était considérable parce que, encore une fois, cette analyse calme du bénéfice et du risque pour des bénéfices qui n'étaient pas estimés ne pouvait pas être faite. Tous les bénéfices étaient virtuels. Vous avez parlé d'un sujet qui frappe l'imagination de tout le monde. Vous avez parlé des complotistes. Simplement vous dire que, personnellement, au Québec, dans les dossiers où j'ai agi et qu'on a voulu aborder le sujet, j'ai toujours fait objection en disant il n'y a aucune définition. C'est un discours journalistique et c'est impossible d'encadrer dans une cour de justice le terme complotiste et de faire dire à un juge qu'est-ce que c'est un complotiste. Alors, simplement, vous mentionnez que je vis ça présentement au Québec. Non, mais nous, nos ministres de l'Emploi aussi, hein, je vous rassure. Oui, mais Les je ministres. parle en cours. Dans nos cours de justice, pour moi, c'est là où j'agis. Puis j'ai toujours fait objection, puis j'ai toujours gagné, j'ai toujours défié. Et puis je suis contre l'idée qu'on aille en cours de justice pour définir le mot complotiste. Et c'est très difficile à définir d'ailleurs. Enfin, vous avez parlé de consentement, ça nous touche beaucoup aussi parce que la Cour suprême du Canada avait déterminé qu'on ne peut subir de traitement sans consentement. Et je peux vous dire qu'on a fait abstraction de ce principe à l'égard du vaccin. Malheureusement. Je termine en vous parlant de ce que j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux qu'au mois de mai, vers le 23 mai, je crois, à l'Organisation mondiale de la santé, il va y avoir une réunion pour faire en sorte qu'on va établir des lois qui vont obliger les pays, quand il y aura une pandémie, une prochaine pandémie, obliger les pays à suivre toutes les recommandations de l'OMS. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation-là que nous vivons présentement? Non, 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 je suis pas ça OK. très OK. particulièrement. Moi, je suis, encore une fois, je suis très, très préoccupé par la puissance financière actuellement Ah oui, oui. qui s'est développée au cours du 21e siècle. Je vous ferai une remarque à ce propos-là. Et puis, par le conflit d'intérêts considérable que joue Bill Gates dans cette affaire. Bill Gates, entre ces deux fondations, c'est-à-dire le Gavi et le Bill et Melinda Gates, est le premier financeur de l'OMS devant les États-Unis. Il a une politique qu'il a toujours déclarée, et ensuite il a des investissements personnels dans la politique qu'il déclare qui en font que c'est le plus gros conflit d'intérêts du monde. Donc il y a là aussi une vraie question dont il faudra bien un jour, sur laquelle il faudra bien un jour s'éclairer. Là aussi, je suis d'accord avec vous, dans 10 ans, dans 20 ans, quand les gens regarderont ça, ils se moqueront de nous. Quoi. On ne peut pas avoir la santé gérée par un milliardaire qui se prend pour Dieu et qui investit dans les domaines dans lesquels il a prédit qu'il fallait investir. Je pense qu'il y a là, on est arrivé là à un problème qui est effarant. Je trouve ça sidérant. Maintenant, il y a une chose que je veux vous dire qui me paraît très intéressante et très fascinante. La puissance de... Est-ce que finalement, tout ça se retourne pas? Vous voyez, vous savez sans doute, parce que vous êtes leurs voisins, les États-Unis, aux États-Unis, c'est là qu'il y a eu la plus grande baisse de l'espérance de vie euh, depuis tout le XXe siècle, de tous les pays, depuis le début de l'épisode Covid, mais ça avait commencé avant, ça fait une dizaine d'années. Donc actuellement, l'espérance de vie aux États-Unis, ce qui est un clin d'œil de l'histoire, est inférieure à celle de Cuba, est inférieure à celle des pays du Maghreb, est inférieure à celle de la Chine. Pourtant, c'est le pays qui dépense le plus pour les soins, et c'est le pays où il y a le plus d'industrie pharmaceutique. Donc, je ne sais pas quelle conclusion vous en tirerez, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir les pays qui n'utilisent que des médicaments génériques, aucune des molécules inventées pendant le 21e siècle
eh bien, ont une espérance de vie qui n'a pas cessé d'augmenter. Et les pays dans lesquels on paye le plus lourd tribut à cette maladie sont les pays dans lesquels l'industrie pharmaceutique était la plus puissante, dans les pays occidentaux, et en particulier les États-Unis. Donc il y a une vraie... Alors, je ne parierai jamais rien sur les États-Unis parce que c'est tellement multiple les États-Unis que tout est possible. Je pense qu'il faut qu'ils réinventent la loi Rockefeller contre Rockefeller pour l'industrie pharmaceutique et pour les GAFA. Je pense qu'on ne peut pas laisser des monopoles de cette taille-là s'en les casser parce qu'ils deviennent trop puissants et trop dangereux pour la démocratie. C'est les Américains qui ont inventé ça. Pareil, les crimes en col blanc, les conflits d'intérêts. Moi, j'ai appris ça quand j'ai fait mon postdoc à Bethesda. Hein. C'est là que j'ai appris ça. Comment on a pu ignorer ça quand même? Vous savez, le type qui est devenu le rédacteur en chef pendant cette crise de Clinical Infectious Disease, qui était le journal américain de maladies infectieuses, il était dans le board de Gilead. Comment c'est possible, si vous voulez, d'avoir une négligence de conflit d'intérêts à ce point-là? C'est quelque chose qui est terrible. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de données de base des démocraties libérales qui ont fini par être contournées ou oubliées au nom du mais tout ça on le fait pour votre bien. Ce que moi je ne crois pas. Comme je crois qu'il n'y a pas de repas gratuit, mais c'est aussi un grand économiste américain qui dit ça. Donc je pense qu'il faut revenir à une démocratie libérale contrôlée, c'est-à-dire avec des contre-pouvoirs qui soient à la mesure des pouvoirs, avec une transparence. Par exemple, nous, on vient de faire un travail que j'ai difficulté à publier dans les grands journaux, mais qui est une vraie première dans un travail, c'est-à-dire qu'on a mis 100% de tous les malades que nous avions traités dans l'Institut, un peu plus de 30 000, d'accord, avec des données thérapeutiques qui sont dont la source est extérieure à l'IHU, c'est-à-dire qui sont la pharmacie des hôpitaux. Le phénomène que nous étudions, c'est la mortalité, c'est extérieur à nous, c'est les statistiques nationales où on a regardé nom par nom, et ensuite on a comparé, en fonction du traitement, quelle était la mortalité et quelle n'était pas. Et toutes ces données sont d'ores et déjà disponibles sur une databank que tout le monde peut regarder, 100%. Ensuite, notre analyse, c'est la nôtre, mais les données brutes sont les données brutes. Jusqu'à présent, on n'arrive jamais à avoir les données brutes de toutes ces analyses qui clament que ceci marche ou que ceci marche, pas en particulier de l'industrie pharmaceutique. Vous avez bien vu que c'est une première, obtenir les résultats de Pfizer, parce que la Cour du Texas a exigé de Pfizer qu'elle les rende publics. Sinon, je crois, mais je dis peut-être une bêtise, vous le savez mieux que moi, qu'aux États-Unis, ceci étant considéré comme du secret industriel, les résultats de ces expertises peuvent rester la propriété non transmise, à part la FDA, pendant 10 ans. C'est-à-dire que les autres chercheurs ne peuvent pas aller regarder ce qui a été enlevé, ce qui a été éliminé, comment, ce qui a été. Si il n'y avait pas eu cette situation, une histoire comme le Vioxx, encore une fois, on estime qu'il y a 60 000 morts, n'aurait jamais existé. D'accord? Donc, ça, la transparence, qu'il n'y ait aucune transparence sur les essais thérapeutiques, est quelque chose qui est né totalement immature. Donc on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire, on ne peut pas croire que simplement le rôle de l'industrie pharmaceutique, c'est faire le bien de l'humanité. Enfin, c'est pas des excuses, c'est pas des. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est parmi vos commissaires qui fait de la théologie, mais là c'est pas pour le bien de Dieu ni de l'humanité. C'est de l'argent. Hein. Donc il faut revenir dans qu'est-ce qui contrôle, qu'est-ce qui permet de contrôler qu'il n'y a pas de tentative d'acheter les uns et les autres, de passe-droit, de financement. Comment on contrôle ça? Voilà, parce qu'il faut être adulte et considérer que c'est la même chose que le Dieselgate, c'est la même chose que le tabac, c'est toujours la même chose. Et donc, on a l'impression que ces leçons-là sont totalement oubliées ou simplement qu'on fait comme si elles n'existaient pas. Alors, en ce qui me concerne, docteur, c'est les questions que j'avais à vous poser aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent et d'avoir soumis à un interrogatoire. Est-ce qu'on a des questions? Alors, restez à la disposition de la commission qui a peut-être des questions pour vous, docteur. Merci. Bonjour, professeur Raoult. Mon nom est Bernard Massy. Je vous remercie infiniment d'avoir pris la peine de venir nous faire ces explications absolument détaillées et qui nous permettent de comprendre vraiment dans quelle situation on se trouve. Je vous suis personnellement depuis février 2020
Et je vous remercie personnellement d'avoir été la voix de la raison et de la sérénité dans cette folie. Et ça nous a permis, à travers de la science rigoureuse, de vraiment cheminer pour comprendre de quoi il s'agit. C'est mon commentaire. J'aurais quelques questions de précision. J'ai suivi énormément donc vos conférences et, entre autres choses, j'ai remarqué que régulièrement, vous citez les données qui sont disponibles sur le site de Johns Hopkins, Our World in Data. Et j'ai toujours eu une certaine... bon, on suit ces données-là en assumant que les données sont colligées de manière le plus rigoureux possible. J'ai toujours eu une certaine réserve compte tenu des travaux que vous avez faits à l'IHU avec Bernard Lascola, notamment, pour justement démontrer que la présence d'une charge virale active ou infectieuse dépend évidemment du nombre de cycles de PCR qu'on va faire pour justement détecter qu'il y a en effet une présence d'un virus actif. Et je sais qu'au Québec et dans d'autres endroits dans le monde, les cycles de réplication de PCR ont été peut-être exagérés, disons, de telle sorte que je me suis toujours un petit peu interrogé sur les fameuses courbes épidémiques qui se basent essentiellement sur la présence de signaux positifs dont on peut douter finalement de la précision. Comment vous analysez cette donnée-là, étant donné qu'effectivement, bon, c'est les données auxquelles on a accès. Je sais que vous avez été très rigoureux dans votre institut pour le faire, ce qui vous donne un portrait peut-être beaucoup plus précis de ce qui s'est passé dans les phases épidémiques. Comment vous composez avec ces sites-là pour en extraire de l'information qui peut être utile pour comprendre le portrait plus global? Je suis d'accord avec vous. Je peux vous dire une chose d'ailleurs, c'est que là aussi, c'est peut-être un élément de réflexion. Quand j'ai commencé, nous avons un institut qui est suréquipé, hein, probablement le laboratoire de microbiologie qui était le mieux équipé au monde. On a un équipement qui est inouï. Et donc, quand les choses sont arrivées, on faisait déjà 300 000 PCR par an, si vous voulez, et donc de rajouter des PCR pour le Covid au départ n'était pas une chose qui était particulièrement difficile. Mais on est arrivé à en faire jusqu'à 5 000 par jour. Moi, quand en France, la politique a été faite toujours basée autour de gens qui ne savaient pas ce qu'était même une PCR ou qui en faisaient très peu, a été basée sur le fait qu'on ne fait pas de tests. On fait des tests en cernant ceux qui ont une chance vraiment très importante, une valeur prédictive d'avoir un test positif important, qui est arrivé à un point de ridicule que j'ai cité 3 fois, mais qui est une illustration presque magique de cette crise. Écoutez bien parce que c'est trop beau, ça semblerait un roman. Donc au début, le ministère a dit, puisqu'il y a si peu de tests, on ne peut pas faire de tests. Nous, on me disait, on peut déjà en faire 200, 300, 400. Quand vous savez qu'on a rapatrié des gens de Wuhan, qui n'y avait pas encore de cas en France, il y avait 300 personnes, on a rendu les 300 résultats en 2 heures, hein, donc on savait le faire. Et à l'époque, on disait en France, on ne peut pas faire de tests, on ne peut pas faire plus de 30 tests. Et à Paris, on ne pouvait pas faire plus de 30 tests par jour. Ce qui a créé une hostilité après qui s'est mise en place. Et donc, Santé publique avait dit, voilà, les seuls qu'il faut tester pour l'instant, ce sont les Chinois qui viennent de Wuhan et qui ont de la fièvre. Les autres, ce n'est pas la peine de les tester. Et donc, vient se présenter dans un CHU parisien un Chinois qui avait 80 ans, qui avait de la fièvre, qui était malade, qui toussait, et simplement, il ne venait pas de Wuhan même, il venait de la région de Hubei, qui est la région de Wuhan. Et ils ne l'ont pas testé, ils l'ont renvoyé chez lui. D'accord, sans rien lui donner. Il est revenu. Quand il est revenu, pareil, il ne rentrait toujours pas dans les critères de gens qu'il fallait tester. Et il est reparti chez lui. Et il est revenu en insuffisance respiratoire. Et l'histoire, il a fini par aller là maintenant à Bichat, où il a été traité par l'équipe de Yazdan Bata, qui est celui qui a fait toute la gestion de cette crise en France, qui était un spécialiste du sida et de l'hépatite, bien sûr, et qui lui a donné du remdesivir. Il est mort avec une insuffisance rénale, d'ailleurs, comme le remdesivir. Et, c'est la cerise sur le gâteau, ce cas a été publié 3 fois, une fois dans le New England, une dans des petites cohortes, une fois dans Lancet Infectious Disease, une fois dans International Journal of Infectious Disease. Ça vous dit tout sur l'incapacité, l'ignorance et le cynisme
d'avoir publié. Moi, j'aurais eu honte de dire, écoutez, c'est une telle erreur médicale, c'est une telle bêtise d'avoir cet homme qui est mort, sans traitement, sans rien, qu'on a renvoyé chez lui, alors qu'il venait de la zone où l'épidémie est en train de se dérouler, que ça laisse rêveur. Vous voyez. Et donc, c'est vrai qu'on est passé de ça. Finalement, c'est moi qui ai convaincu le président de la République, c'est des choses pour lesquelles j'ai réussi à le convaincre qu'il fallait faire des tests, parce que c'est comme ça qu'on fait le diagnostic en maladie infectieuse. Mais vous savez, les tests, là vous voyez l'excès inverse. Mais si vous regardez la grande étude, les deux grandes études qui ont servi, soi-disant, à évaluer l'hydroxychloroquine, Recovery, fait par les Anglais, et Discovery, fait par la France dans le cadre de l'OMS. Est-ce que vous avez remarqué, parce que vous avez lu, peut-être pas, parce que ce n'est pas votre métier de le faire, moi c'est mon métier, eh bien, dans ces deux études, comme dans plein d'études qui ont été faites au départ, il y a des gens qui n'ont jamais eu de test de confirmation diagnostique. Et c'est eux qui sont devenus les références mondiales. Moi, j'aurais jamais osé dans ma vie dire que quelqu'un avait un diagnostic de maladie infectieuse sans avoir un test. Eh bien, eux, c'était, ils vont garder les critères, c'est, écoutez, est-ce que le médecin pense qu'il a ça? Et ils ne savaient même pas ce qu'était le signe majeur à l'époque du Covid, qui était la perte de l'olfaction et la perte du goût. Ce qui était ça vraiment, qui avait une valeur prédictive importante. Mais à l'époque, ils ne savaient pas. Et donc, ils incluaient des gens qui toussaient en disant, voilà, ils ont le Covid. Et donc ça, c'est les deux grandes études sur lesquelles tout le monde s'est basé. C'est une erreur tellement énorme. Vous voyez, c'est pas de la méthodologie, ça, c'est de la médecine. Donc on a commencé par, on n'avait même pas les diagnostics. Dans la plupart des cas, les gens ne savaient pas faire le diagnostic, en particulier dans les grandes villes où il y avait trop de cas pour qu'ils puissent y réagir. Et dans une deuxième partie, quand ceci a commencé à être diffusé, alors en France, on a fait des millions de tests, et nous, les gens venaient se faire confirmer les tests chez nous, les tests positifs, et dans 25%, on trouvait que le test était négatif en réalité, et que les taux qui avaient été rendus résultaient, vous savez, il y a des contaminations dans la PCR, c'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des titres avec de l'eau distillée, vous pouvez avoir une PCR positive pour le Covid si vous ne travaillez pas dans des conditions qui vous empêchent de le faire et que vous retenez des titres de PCR qui ne sont pas raisonnables. Vous voyez. Donc je suis d'accord que ceci n'est pas fiable. La seule chose qui soit fiable et qui soit intéressante, c'est la cinétique. Et c'est toujours comme ça, si vous voulez, quand on fait des études scientifiques et que les moyens d'inclusion ne sont pas satisfaisants, la seule chose que vous puissiez interpréter, c'est les mouvements, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, si les tests sont toujours aussi mauvais, ce qui est une spéculation, je suis d'accord avec vous, mais donc l'augmentation traduit une augmentation des cas. C'est clair ce que je dis? Oui, c'est très clair. Merci. J'avais une autre question concernant la fameuse définition de la pandémie. Et vous avez mentionné très, très justement que c'est une définition, c'est une question de mots. Et moi, ma préoccupation en écoutant les conférences que vous avez faites, c'est que dans le fond, un agent infectieux comme les coronavirus vont pas nécessairement évoluer de la même manière dépendant de l'environnement spécifique dans lequel il se trouve, autant autour de réservoirs animaux, autant au niveau du climat, autant de niveau de santé de la population. Alors, comment peut-on avoir le fantasme de gérer ce genre de situation de maladie infectieuse au niveau mondial sans tenir compte des particularités locales qui sont probablement déterminantes sur l'évolution de la pandémie et qui devraient appeler normalement à une gestion qui est plus localisée en fonction de chacun des cas qui vont se présenter localement. Donc, épidémie versus pandémie, est-ce qu'il n'y a pas une confusion ici qui fait qu'on rêve à des baguettes magiques, par exemple? Oui, ben, il est certain que l'OMS utilise le mot pandémie comme pour agiter un drapeau rouge en disant c'est très dangereux. Je suis d'accord avec vous. Si vous voulez, une des choses, un des problèmes majeurs que nous avons eu, de mon point de vue, hein, en France, et que nous avons négligé le rôle zoonotique ce qu'on appelle les mustélidés, dont les élevages sont les visons. Globalement, remettre en perspective, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je ne crois pas du tout à la fuite de Wuhan. C'était possible. Si d'ailleurs il y a la preuve que ça changerait d'avis parce que je suis un scientifique. Mais globalement, les maladies émergentes naissent
quand il y a une très très grande concentration d'une cible possible, d'animaux, que ce soit... Et ces concentrations d'animaux se retrouvent soit des concentrations artificielles faites par l'homme, les élevages, soit les seuls qui aient des concentrations de nature aussi extraordinaires sont les chauves-souris et les muridés. Voilà, donc les rats, il y a des colonies de rats considérables, et les chauves-souris, vous avez peut-être vu ça, il y a des grottes dans lesquelles vous avez 1 million de chauves-souris qui sont en train de se frotter les ailes les unes sur les autres. Là-dedans, il y a des centaines de souches de coronavirus, et le fait qu'à un moment, il y en a une qui se recombine, parce que tout ça se recombine et se modifie en permanence, et deviennent, fassent émerger un virus, c'est bien possible. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec les visons, ça s'est passé avec, maintenant, il y a plein de souches qui ont été rapportées de chez les visons, avec d'ailleurs une sélection d'un certain nombre de spécificités chez les visons. Et c'est vrai qu'en France, on a négligé, alors que ça avait été décrit d'abord en Hollande et au Danemark, on a négligé, pour une fois, l'OMS avait été dans les temps, puisque en mai 2020, mai-juin 2020, l'OMS dit faites attention aux élevages de visons, parce qu'il y a énormément de visons ensemble, et donc il y a des gens qui ont pensé qu'en Chine, c'était parti de l'élevage de visons. C'est parmi les plus gros éleveurs de visons, les Chinois. Et donc, au Danemark, ils ont tué 17 millions de visons pour empêcher la diffusion à l'intérieur de ça. La France a pris beaucoup de retard sur ce domaine. Elle n'a même pas contrôlé pendant très longtemps les, les, les élevages de visons. Et moi, j'ai demandé à tous les niveaux, y compris le plus haut niveau, à pouvoir soit avoir les prélèvements de l'élevage du vison à partir duquel la deuxième partie de l'épidémie s'est développée, qui a été causée par le virus spécifique de la France, le plus tueur en France, le plus dangereux en France. Il a fallu 6 mois pour que je puisse avoir une séquence qui venait de l'Institut Pasteur, sans qu'on ait jamais eu les prélèvements pour faire les séquences nous-mêmes. Et c'était la séquence qui plongeait à la racine de l'épidémie qu'on a vu repartir à l'été 2020. Donc nous, on sait que ça vient de là parce que épidémiologiquement, c'était l'endroit, c'était le moment, et que la souche était la même. Donc on sait que c'est vrai. Donc les mustélidés et les visons, en général, ont été négligés. Maintenant, il est vraisemblable, il est de plus en plus vraisemblable que Omicron a une véritable spécificité, c'est la sensibilité des rats et des muridés, alors que les autres ne l'étaient pas. Et donc, l'idée, c'est très ancien. Omicron, ça a mis au moins 1 an à émerger chez l'homme, si on regarde la genèse des séquences. Et donc, pendant 1 an, ça s'est baladé sans que le diagnostic en soit fait. Et pour l'instant, l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'était les muridés d'Afrique. C'était une mutation qui soit apparue chez les muridés d'Afrique. Ce qui est très possible. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vrai que ces zoonoses et ces rebonds épidémiques étaient imprévisibles parce que on ne savait pas ne savait pas réellement quelle était la sensibilité des différents animaux. Encore que parmi les mustélidés, vous savez, il y a le furet, et le furet, c'est ce qui sert de modèle expérimental pour toutes les infections virales respiratoires dans la grippe. Hein. Donc, que le furet soit sensible à ça, c'est pas une surprise. Il y avait d'ailleurs des furets qui avaient été testés avec les coronavirus antérieurs, et que donc les visons étaient susceptibles, c'est pas une surprise. Et quand vous avez plusieurs millions de visons dans un élevage, la vitesse à laquelle ça avance et ça mute est colossale, considérable. Donc ça crée une biodiversité absolument extraordinaire. On savait depuis le début que les gardiens des élevages de visons étaient infectés et que les gardiens pouvaient infecter quelqu'un de leur famille quand ils rentraient à la maison avec une infection acquise auprès des visons. Donc tout ça, c'était de la connaissance, simplement, politiquement, c'était ingérable. Et en plus de ça, si vous dites, moi, quand je commençais à dire ça, je commençais à dire à propos du vaccin, vous n'allez pas éliminer une maladie qui est épidémique chez les mustélidés en vaccinant les hommes. Ça n'a pas de sens. Donc, en plus, on a su que les félins étaient sensibles. On a su ensuite, maintenant, avec le nouveau, que les rats étaient sensibles. Donc, vous ne pouvez pas éradiquer une maladie, une zoonose, si vous voulez, qui a autant de cibles diverses. C'est pas possible. Donc, ça voulait dire accepter que c'était une zoonose et pas que c'était un événement unique. Ça remettait en cause, si vous voulez, la stratégie d'éradication ou d'élimination du virus, qui d'un coup devenait dérisoire. Si vous dites aux gens, vous vous rendez compte, tous les animaux qui sont capables d'avoir ça, vous n'avez pas vacciner tous les mustélidés, attraper les blaireaux, les furets pour les vacciner, c'est pas possible. Oui. Ni tout, nous, on a décrit un cachet des chiens, vous voyez, donc
je ne sais pas si les chiens peuvent ensuite décrire les vecteurs, mais il y a des chiens qui ont attrapé ça auprès de leur maître. Vous voyez. Donc, la possibilité de réservoir animal est considérable. Je vais peut-être me permettre une dernière question. Je sais que vous n'aimez pas faire des prédictions, vous l'avez dit fréquemment, mais d'après vous, à quelle étape de la pandémie où on se retrouve en ce moment? Il y a, par exemple, Gut Van Bosch qui évoque une terrible possibilité que non seulement on aurait un variant plus transmissible, mais éventuellement plus pathogène. Bon, c'est contesté, c'est contestable, c'est pas impossible, parce que, bon, son hypothèse, c'est qu'il y a une pression sélective immunologique très ciblée avec ces vaccins qu'on a utilisés sur la seule cible qui est la protéine Spike. Ça crée une pression immunitaire qui peut amener finalement une adaptation qui va contourner la réponse immunitaire plus globale de l'immunité naturelle. Mais il semblerait, de ce qu'on observe en ce moment, que Omicron, bien qu'il est très transmissible, puis on a toute une série de variants, ça semble, en tout cas, s'équilibrer, ou en tout cas, on ne semble pas voir d'émergence de variants qui seraient particulièrement plus pathogènes, comme vous avez eu avec le Marseille 4, par exemple. Non, je prédis jamais rien, ça ne fait pas partie de ma nature. Mais j'observe, si vous voulez, donc les seules réflexions qu'on puisse avoir, en tout cas que moi je sois susceptible d'avoir, c'est les réflexions analogiques. Donc je regarde ce qui se passait. Alors, il y a des travaux que vous ignorez probablement et d'autres que vous ignorez certainement, qui sont faits ici par mon grand ami et mon collaborateur depuis, c'est mon premier étudiant. Donc vous voyez, c'est pas d'hier, ça a 40 ans. Qui est Michel Drancourt, qui travaille toujours avec moi, parce que j'ai pas mauvais caractère comme le disent les gens, parce que c'est à peu près tous les gens qui ont pu rester avec moi sont restés avec moi. Donc, avec lui, on a inventé un champ qui s'appelle la paléomicrobiologie, c'est-à-dire l'étude des épidémies du passé, qui m'ont valu aussi de terribles conflits, mais scientifiques, ceux-là, puisqu'on a été les premiers à utiliser ces techniques et à montrer que la peste du Moyen-Âge était due à Yersinia pestis, à l'époque où il y avait déjà le fantasme que vous décrivez, il va y avoir un truc encore plus grave, encore plus mortel. Et donc, il y avait des financements de la NSF qui essayaient de démontrer que la peste noire du Moyen-Âge était due à un virus des fièvres hémorragiques et pas du tout à la peste. Ce qui était lié en grande partie à une ignorance. Et cette ignorance, ça me fait plaisir de le dire dans un pays francophone, était due au fait qu'à peu près 80% des études épidémiologiques qui ont été faites sur la peste au XIXe siècle ont été faites par des francophones et publiées exclusivement en français. Ce qui fait que les anglophones ne les connaissent pas. Donc Yersin était francophone, bien sûr. Balthazar, qui a découvert tout le cycle de la peste, était français. Mollaret, qui a travaillé toute sa vie sur la peste, en particulier en montrant que c'était des réservoirs telluriques, qui étaient français, il n'a écrit qu'en français. Et donc cette littérature n'est pas connue n'était pas connu en dehors des Français ou des gens qui avaient fait leurs études en France ou qui lisaient le français. Toujours est-il que ça a fait beaucoup de conflits. On a inventé donc une technique en partant sur la pulpe dentaire qui est un petit. La pulpe dentaire, c'est vascularisé comme la rate, hein, c'est plein de sang. Et donc, quand les gens meurent, ça se bouche et il reste de la poussière dedans, qui est une espèce d'hémoculture, si vous voulez, conservée par le temps. Donc, on a été les premiers à utiliser ça. Tout le monde utilise ça maintenant, même pour faire de la génétique. Hein. Après que c'était incroyablement critiqué au nom du fait que théoriquement l'ADN ne pouvait pas se conserver aussi longtemps. Donc c'était encore une fois la théorie contre la pratique. Mais Michel continue, et Michel a continué sur les protéines, ça maintenant il fait ça tout seul, PES on a fait ça ensemble, et il a la première évidence qu'il a eue par l'analyse des protéines et la sérologie d'une infection par coronavirus de ce groupe, là, des bêta, et date du XVIe siècle. Ça c'est publié, d'accord, et il vient de finir un papier qui est en cours d'acceptation dans les infirmeries des armées de Napoléon en 1804, où il retrouve une autre infection. Donc ça, c'est pour vous dire une chose. Les épidémies, ça s'arrête, ça s'arrêtait tout seul. Voilà. Donc nous, on est dans une mégalomanie de la puissance scientifique humaine qui fait que ça ne s'arrêtera que si nous décidons que ça s'arrêtera. Et ça s'arrêtera quand même. Et ça s'arrête. Alors, on commence à comprendre, je vous dis, on commence à comprendre, en réalité, les mutations qu'on voit dans les organismes finissent par les épuiser. Il y a beaucoup de mutations qui n'ont pas d'utilité, qui ne sont pas des mutations qui tuent le microbe ou le virus, mais qui, en s'accumulant, et nous, on a pu montrer que pour le SARS, par exemple, quand il y a, en moyenne, il y a une mutation conservée tous les 15 jours,
Et quand il y a en moyenne 7 mutations, le clone du SARS disparaît. Il peut plus, il a perdu son énergie et il disparaît. Et donc, ça explique pourquoi la plupart de ces épidémies durent 2 mois, 3 mois. C'est parce qu'elles accumulent des mutations qui, au fur et à mesure, finissent par les empêcher d'être efficaces. Et on a un modèle extrêmement connu pour les gens qui s'intéressent à l'histoire des sciences. C'est l'histoire de la myxomatose. Moi, je vous conseille de lire ça parce que pour Wikipédia, c'est incroyablement truqué. Là aussi, la censure, c'est inouï. C'est devenu un outil de propagande. Donc, on ne peut le lire que s'il n'y a pas. C'est pas une question de propagande. Si c'est devenu une question de propagande, c'est fini. C'est entièrement acheté par l'industrie ou les influenceurs. Mais la myxomatose, ça avait été importé en Australie. C'est pour pouvoir tuer les lapins, parce qu'il y a trop de lapins, et puis c'est tué tellement les lapins que c'est tué tous les lapins. Il y a eu l'épidémie extraordinaire. C'est demandé ce qui allait se passer. Et ce qui s'est passé, c'est que spontanément, le virus de la myxomatose est devenu de moins en moins létal, c'est-à-dire qu'il y a une sélection inverse, qu'on appelle la sélection du plus feignant, qui fait que les virus les moins agressifs sont ceux qui finissent par s'imposer au bout d'un certain temps. Donc on a l'impression qu'il y a des alternances de cycles entre la priorité au plus agressif, qui est le début de l'épidémie, et la priorité au moins agressif, qui est la suite et l'installation des trucs. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec la grippe. Par exemple, vous voyez que la grippe espagnole, c'était un truc monstrueux qui tuait les jeunes, qui a ravagé et qui sert toujours de référence aux catastrophistes, si vous voulez, c'est-à-dire, regardez, la grippe espagnole, voilà, ça. Oui, mais depuis, la grippe fait plus ça. Donc, alors, tant il y a un nouveau variant majeur qui est mortel, mais qui n'a jamais été mortel comme l'a été la grippe espagnole. Donc, l'évolution naturelle des cycles viraux, c'est de disparaître. Et donc, la peste, nous, qu'on a beaucoup étudié, en particulier parce qu'on a beaucoup travaillé sur les anciens prélèvements de peste, on voit que ce n'est pas exactement les mêmes variants qui sont arrivés, mais que pour une raison ou pour une autre, ça disparaît. Alors, moi, je suis en désaccord sur ce domaine-là, avec les immunologistes et avec l'idée de herd immunity qui entraînerait la fin de l'épidémie. Tant qu'il reste des cas, il reste des cas. Tant qu'il reste des cas susceptibles, il peut y avoir des cas humains. Donc, je crois que la fin de l'épidémie n'est pas due à l'immunité de la population, mais elle est due à la fin du cycle viral. Le virus s'épuise lui-même, si vous voulez, il s'épuise lui-même par l'accumulation des mutations inutiles. Et soit il a une nouvelle mutation favorable et il rebondit, et il recrée une autre épidémie avec un autre variant qui est lui-même un autre virus, soit, au contraire, eh bien, il s'épuise et puis il finit par disparaître ou par devenir comme les rhinovirus. C'est peut-être l'avenir des coronas, parce que les coronavirus, quand même, il y en a 4 qui sont endémiques, qui circulent partout, hein, et qui sont plus fréquents, qui donne plus fréquemment des une absence totale de manifestations que de manifestations. En Afrique, on a travaillé nous, sur les coronavirus, mais d'autres ont travaillé. Il y a des zones où il y a des gens, il y a 8% des gens qui sont porteurs toute l'année dans le nez de rhinovirus, de coronavirus. Hein. Ils ne sont pas malades. Hein. Donc ces coronavirus, on peut imaginer, on pense hein, que certains d'entre eux ont été à l'origine des épidémies, d'un certain nombre d'épidémies, en particulier le 19e siècle, et nous, ce qu'on a trouvé au XVIe siècle, et qui, petit à petit, ces virus sont devenus des virus de l'appareil respiratoire haut, c'est-à-dire des rhinovirus, des virus de rhinite, si vous voulez, et puis ils ont cessé d'être très agressifs. Il n'empêche qu'avec un rhinovirus, eh bien, si vous attrapez un rhinovirus à 85 ans maintenant, vous avez, je sais pas, 3% de chances de mourir hein, dans les hôpitaux marseillais. C'est pas quelque chose que je connais. Hein. Donc, c'est pas totalement anodin, mais sur des terrains qui sont vraiment très très fragiles, ça peut encore tuer des gens, si vous voulez, mais dans la population générale, c'est des infections banales qui ne tuent pas. Donc, il est possible que l'évolution naturelle de ces virus, ce soit petit à petit et d'avoir au contraire une baisse de leur pathogénicité, mais qui peut être réveillée par une mutation à une autre occasion. Merci infiniment.
Je vais demander à mes collègues s'ils peuvent vous adresser des questions en anglais parce qu'ils ne parlent pas français. Je pense que vous êtes capable de leur répondre et on fera la traduction. Do you have any Pas de problème, questions? bien qu'au Québec, je sais que c'est mal vu de parler anglais. Enfin, je ferai un effort. On va vous pardonner. Sujet délicat. You have any question you'd like to ask? Janice? Go ahead, Janice. Good morning, bonjour. I'm going to speak in English because my French is really lapsed, but I'm going to pass my question on to Bernard, Dr. Massey, who might be able to translate it for me if you don't understand what I'm trying to say. So you mentioned the financially powerful in the context of transparency and who is controlling who, kind of like the old cliche, follow the money. But as we know, it's very difficult for people to make good decisions about their health and well-being when authorities are oppressing the populace through lockdowns and mandates. So how do we prepare now should governments try these same measures again in the future? Well, I don't know. One more time, you're trying to ask me to make prediction, and I would not. What I'm seeing here is that people don't believe now. So it's going to be a little bit more difficult. They have been really, many people have been really, really disappointed by the fact that there was a lot of decisions that were not supported by anything. For example, because you speak in English, you may have been aware of this, because it is really probably one of the most important documents in this story is the Johnson leaks. So we have now the conversation between the Ministry of Health, the equivalent of Ministry of Health in the UK, and Boris Johnson on the political decisions they took for confinement, for restriction, and they discussed together. And I wonder if you have read that, but this is really fascinating. The reason why they decide this is finally Boris Johnson say, well, the Prime Minister of Scotland have done that. I don't want to hurt her, so we're going to do that in England as well. So this was the rational and the scientific. So these people are clowns. This is not serious. This is not science. They're clowns. And they follow, the head clown is followed by all the clowns. So the main thing is that people are following one another. And one of the reasons is because if they got finally 2 years after, everybody understand, then it was not a good decision. They can always say, but everybody was doing this. So they don't need to think. I don't know if they can think, but they don't want to think, because they don't want. Only Sweden in Europe have had a different position. I don't know why they're so good, but they get their own decision based on their own analysis. All the other just follow the first clown that starts to work. And the first clown was mainly in UK, because UK gets the reputation to be the very best in medical research. Thank you, Mercy. Good morning, sir. You have commented about a wide variety of topics, from medical to censorship to government action. So I want to talk to you overall about that. So first, can you explain to me in layman's terms, in short, because we're short for time, what is the definition of a pandemic? Well, there is no definition of a pandemic. Theoretically, pan will say, well, everywhere, and an everywhere epidemic. So this is the definition. So as I told you, it's kind of a red signal to say, well, it's terrible. This is how WHO use that. But if there is a definition, pandemic is a disease that is epidemic everywhere. This would be a definition. Professor Raoult, can I ask you to answer in French for the audience, and they will have the translation? I know it's complicated. But... La première question concernait, est-ce que le public comment le public va réagir à la prochaine
manifestation des gouvernements et de la presse dans une situation comparable, je ne peux pas le prédire, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les gens sont beaucoup moins crédules maintenant que ce qu'ils l'étaient il y a 3 ans. Et qu'il y a quelque chose qui est très important, très très important, j'espère que ça fera partie de votre analyse et de vos commentaires, c'est la fuite des mails de Boris Johnson avec son ministère de la Santé pour les mesures qui ont été prises politiques de gestion de la crise, et en particulier le confinement, où il lui dit, écoute, ils discutent et il n'y a aucune base scientifique à ça, mais ils disent, puisque la première ministre d'Écosse a dit qu'il fallait confiner, pour ne pas la vexer, on va confiner nous aussi. Et donc ça vous indique quelle est la nature, quand les gens disent c'est au nom de la science, quelle est la nature des raisons pour lesquelles ils ont pris ces décisions. Et c'est la nature de la raison pour laquelle ils ont pris, c'est pas pour le suivisme, pardon, c'est un néologisme, ils se suivent les uns les autres, et quand il y en a un qui a commencé, les autres disent, si nous sommes accusés ou si nous avons un procès demain, nous pourrons toujours dire, nous, on a fait comme les autres, vous ne pouvez pas dire que c'est nous qui avons décidé de ça. Donc la décision de ne pas faire comme les autres est beaucoup plus coûteuse et nécessite de réfléchir et de prendre des décisions sur des données établies. Tandis que de dire, écoutez, il n'y a pas de raison, eux font ça, donc nous on le fait. Et comme le leader de la recherche, les leaders de la recherche médicale étaient les Anglais et les Américains, dès que cette décision a été prise, tout le monde les a suivis, à part les Suédois. Quant à l'autre question, c'est la question sur la pandémie, sur laquelle j'avais déjà répondu en français, je crois. Il n'y a pas de vraie définition, hormis le fait que c'est un signal qui est envoyé pour dire que c'est très grave. Mais théoriquement, pandémie, c'est une épidémie qui est dans tous les endroits du monde. Then to follow along and continue on that, again, you discussed many things in your presentation. And you talked about the COVID-19 pandemic, and Dr. Massey and yourself talked about PCR testing, you know, the variability or the unreliability of the PCR test. You talked about that the average age of death of a victim of COVID is actually, that age is higher than the life expectation age. You talked about that often COVID-19 was called the cause of a death, and it wasn't sure whether that was a cause of the death. We heard testimony of as a matter of fact, we heard testimony in Toronto from a paramedic who said someone jumped off of an 8-story building and they swabbed the remains and said it was a COVID death. So when I think about COVID-19 and I think about the pandemic, the definition of a pandemic, and I think about the variability across the world, you know, Sweden you mentioned, France you mentioned, United States, et cetera. So there's a lot of variability. There's a lot of questions about it. You know, there's a lot of questioning about how they diagnosed it. And I want you to compare that to something else you talked to, and I want you to talk a little bit about pandemic. The other thing you talked about is government response. You talked about censorship, and that's universal around the world, as I understand it. That happened in Paris or France, it happened in England, it happened in the United States, it happened all over the world. We have heard significant testimony from across Canada about how our institutions failed. You know, basic fundamental beliefs in our institutions, you know, informed consent failed. You talked about that yourself. You talked about the courts failing us. You talked about a number of things, and it seems to me, and this is the question, with all of that, here comes the question. Was the real pandemic COVID-19, or was it the effect that it had in ripping apart the fabric of our society? Because that was universal across the world. I don't know. I cannot rewrite the story. What I can tell you is that, and this has been part of the troubles that we get here, is that
First, I'm agree with you. Some of the deaths have nothing to do. The only young person that died with COVID-19 in the patients that we followed died of overdose. Professeur Raoult, je vais vous demander de le faire en français. Et on m'a demandé de traduire la question de mon collègue pour l'auditoire ici. Donc, je vais résumer le long préambule de Ken, qui parle apparemment plus que moi, pour poser la question, est-ce qu'avec ce qu'on a vu dans ce qui a été déployé à travers le monde pour la gestion de cette pandémie, est-ce qu'on considère vraiment qu'il s'agit d'une pandémie en termes de maladies infectieuses qui se manifestent partout en même temps, ou bien si ce à quoi on a assisté, ce n'est pas une réponse de nos institutions qui a provoqué un dérangement majeur au niveau de l'organisation de la société? Il y a deux choses que l'on peut dire. Parce qu'il y a des exemples de pays, les pays scandinaves, certains pays d'Afrique, où il n'y a eu aucun recul de l'espérance de vie. Donc ces pays ont géré d'une manière qui est efficace. Et vous savez que la plus grande perte d'espérance de vie, ça a été certains pays d'Europe de l'Est, la Bulgarie, les États-Unis. Il y a deux phénomènes qui me paraissent très importants. Premièrement, c'est effectivement la manière dont a été traitée l'épidémie, c'est-à-dire avec calme, en se focalisant sur les personnes à risque, en apprenant au fur et à mesure que la maladie se déroulait comment la traiter. Nous, on a utilisé, je vous l'ai dit, l'oxygénation, les anticoagulants, parce qu'il y a des thromboses veineuses profondes très importantes. Donc, il fallait détecter les gens qui avaient des anomalies de la coagulation. Donc, il fallait faire de la médecine. Donc, ce qui se passe, c'est une vraie question, c'est une vraie question générale, c'est que de plus en plus d'administratifs, chez nous c'est l'ENA, chez vous je ne sais pas ce que c'est, pensent que finalement la pratique médicale n'est plus si importante. On n'a pas tellement besoin de médecins, donc nous d'ailleurs on a freiné la formation des médecins depuis 30 ans d'une manière incroyable. Il y a des tas d'endroits où il n'y a plus de médecins. Donc, et l'État, je pense que ça risque d'être encore pire, parce qu'il risque de penser que l'intelligence artificielle va même remplacer encore plus les médecins. L'État a fini par penser, en France c'était très net, par exemple c'était le directeur général de la santé qui s'intéressait directement à la population pour leur dire comment ils doivent se soigner, pour leur dire comment ils doivent faire, et pas passer par le médecin. Oui. Et donc tout le rapport qui a été bâti, donc à chaque fois qu'il reste de la médecine, par exemple moi j'ai beaucoup de liens avec l'Afrique, et les Africains comprenaient très très bien ce que je dis, parce qu'en Afrique on ne peut pas laisser quelqu'un qui est malade sans soin. Ça peut être quelqu'un qui fait de la médecine traditionnelle, ou ça peut être un officier de santé, ou ça peut être un médecin. Et quand quelqu'un est malade, il faut s'en occuper. Nous, c'est la première fois que j'entendais des consignes ministérielles qui disaient qu'il ne fallait pas s'occuper des malades. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, et qui témoigne d'une dégradation de la perception de la médecine que nous avons. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est bien sûr ce qui se passe en Amérique, et je ne sais pas quels sont vos chiffres au Canada, et je m'en excuse, mais vous avez une épidémie d'obésité qui est la cause de la surmortalité chez les sujets jeunes. L'obésité est une cause de surmortalité considérable pour toutes les infections respiratoires, et c'est très facile à comprendre si vous regardez un jour un dessin en coupe d'un obèse sur le dos, et vous regardez sa capacité respiratoire. Déjà, vous allez pouvoir comprendre qu'il n'arrive pas, son niveau de tolérance à une infection respiratoire est beaucoup plus bas, et en plus de ça, il y a des phénomènes immunologiques. Et donc, la baisse de l'espérance de vie des États-Unis a commencé il y a 10 ans, avec deux phénomènes, l'obésité et la drogue. Et la drogue, pour des raisons qui ont été favorisées par le gouvernement américain, en disant, vous devez être tout de suite content. On fait voter les patients pour savoir s'ils sont tout de suite contents d'être soulagés. Et quand vous voulez être soulagé tout de suite pour la douleur, on vous donne des opiacés. Et quand on vous donne des opiacés, on transforme un certain nombre d'entre vous en toxicomanes, addicts, et la mortalité ensuite par les opiacés aux États-Unis est terrifiante. Donc, il y a un problème de fond. Vous êtes d'accord, je suis d'accord, il y a un problème de fond de société, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas égal
par rapport à la maladie. C'est-à-dire, il y a des gens, chez nous, essentiellement, sont les gens de plus de 85 ans. En Suède, je pense que c'est pareil. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas parce que, bien entendu, l'obésité aux États-Unis n'a pour l'instant rien à voir avec ce qu'elle a à voir en France. Mais là aussi, c'est la même chose, c'est quels sont les contre-pouvoirs contre les boissons. On sait bien que l'obésité, c'est les boissons sucrées. Quels sont les contre-pouvoirs contre les boissons sucrées? Il n'y a pas de contre-pouvoir contre les boissons sucrées, moi je ne vois pas. Je pense. You want to- Alors, ça termine les questions, docteur. Alors, on vous remercie infiniment de vos informations que vous nous avez livrées et qui vont sûrement aider à préparer un mémoire où on va y avoir de nombreuses recommandations. D'ailleurs, c'est le but de cette commission. Alors, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir.